Eau et des gaz lacrymogènes. 2000 personnes s'étaient rassemblées près du parc Taksim pour manifester suite à ce meurtre de Tahir Elchi. Restez avec nous sur France 24. L'actualité continue. On se retrouve dans une quinzaine de minutes. À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue à l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon. Monsieur le secrétaire général, bienvenue. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Monsieur le secrétaire général, il y a de nombreuses crises à travers le monde en ce moment. Je voudrais vous poser une question sur la dernière en cours. Cet embrasement entre la Russie et la Turquie. Il y a quelques jours, la Turquie a abattu un avion militaire russe, prétendant qu'il avait violé son espace aérien. Les Russes le démentent. On a vu une guerre de mots, des sanctions. Êtes-vous inquiet par cette escalade ? Écoutez, il est tout à fait regrettable qu'il y ait eu cet incident entre deux membres essentiels de la coalition qui luttent contre le groupe État islamique. Tout au début de cette crise, j'ai invité instamment les dirigeants des deux pays d'abord à désamorcer cette crise et puis ensuite à essayer de régler le litige à travers le dialogue. De manière non hostile. J'ai bon espoir quand même qu'ils arriveront à régler ce problème. Il faut faire preuve d'unité, de solidarité entre partenaires de la coalition lorsque on lutte contre le groupe État islamique. Mais il ne semble pas vous entendre, pas entendre vos appels au calme. Écoutez, je sais que les pourparlers se poursuivent actuellement. Tout au début de cette crise, j'aurais demandé d'abord de mener une enquête approfondie pour savoir exactement ce qui s'est passé. Certains faits maintenant sortent de cette enquête. Des faits ont été établis et reconnus par les deux parties. Et surtout en ce moment, même si c'est un incident tragique, très malheureux, il est très important donc que les pays s'assoient autour de la table et règlent ce problème de façon négociée. Tout cela est lié à la situation en Syrie. Il y a eu des négociations à Vienne. Votre émissaire Staffan de Mistura était impliqué. Le secrétaire d'État John Kerry a exprimé l'espoir qu'il pourrait y avoir un cessez-le-feu d'ici 4 à 5 semaines. Pensez-vous que cela soit réaliste ? Écoutez, la toute première priorité, c'est effectivement de mettre en place un cessez-le-feu au niveau du pays entier, mais plutôt d'ici à 6 mois, et que d'ici à 18 mois, il y ait des élections. Alors évidemment, cette feuille de route peut paraître assez ambitieuse, avec un timing un petit peu serré, et c'est la raison pour laquelle mon émissaire Staffan de Mistura continue de travailler de près avec tous les pays concernés par la situation. Et il est essentiel que les parties de la négociation de Vienne, il y avait une vingtaine de pays d'organisations internationales, il est essentiel que toutes ces parties fassent l'essentiel, fassent tout ce qu'elles peuvent. Ce qu'on essaie également de voir, c'est de consulter d'autres pays concernés, notamment l'Arabie Saoudite, pour qu'ils organisent des réunions entre les différents groupes d'opposition. Et nous avons fait tout notre possible justement pour créer, si vous voulez, l'espace politique pour mettre en œuvre le fameux communiqué de Genève, qui a été adopté il y a déjà 3 ans et demi. Donc vous êtes optimiste que cette fois ça va fonctionner? Oui, je suis assez optimiste, j'ai bon espoir. C'est un excellent accord tel qu'il se présente actuellement. Il faut quand même voir qu'il y a eu 2 grandes réunions à Genève pour y arriver. Il faudra bien entendu d'autres consultations entre les parties concernées, mais je m'y emploie.
Nous ne sommes pas très éloignés de la Libye. Êtes-vous inquiet au sujet de la situation qui y prévaut? Nous avons vu que le groupe Daesh a pris contrôle de certaines zones. On a vu que la mission des Nations Unies ne va pas très loin. Y a-t-il urgence là-bas? Oui, il y a urgence, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ce qui était urgent, c'est surtout de mettre en place un gouvernement d'unité nationale. Mais les Nations Unies ont échoué jusqu'à présent. Ce n'est pas les Nations Unies qui ont échoué. Si échec il y a, ce sera un échec de la part des parties libyennes. L'émissaire précédent, M. Léon, avait réussi à rapprocher les parties en litige, rapprocher d'un accord. Elles n'ont pas réussi à trouver ce terrain d'entente. J'ai ensuite nommé Martin Kobler pour prendre sa succession. Alors lui, il continue. Mais il y a un accord qui est nécessaire. Écoutez, on ne peut pas définir d'échéancier exact, mais enfin, il faut surtout convaincre les deux parties, disons, belligérantes. Ce qui est essentiel, c'est que tous les pays de la région qui ont une incidence, qui ont une influence, en tout cas sur ces parties, exercent justement cette influence, de sorte qu'on puisse trouver un accord. Et sinon? Sinon, disons qu'il faudra bien voir comment la situation évolue. Je voudrais passer rapidement, peut-être à la crise oubliée. Israël-Palestine, les questions, il y a 3 ans, la Palestine est devenue un observateur non membre des Nations Unies, mais il semble qu'il y ait de la violence tous les jours, mais personne n'en parle, personne ne semble s'en inquiéter. Il est essentiel que, là encore, les dirigeants de chaque parti se réunissent pour régler les problèmes. Il y a beaucoup de problèmes qui ont déjà été identifiés, c'est une question de choix. Mais personne ne semble s'en inquiéter. Bien sûr qu'on s'en inquiète, bien sûr qu'on s'en inquiète. Les Nations Unies, et puis en tant que membre du quartet et moi-même en tant que secrétaire général, nous avons tous travaillé avec les nations concernées. Nous saluons d'ailleurs les efforts de John Kerry, le secrétaire d'État américain, qui a travaillé sans relâche pour essayer de faire avancer le dialogue pour la paix. Je voudrais passer maintenant à la conférence de Paris sur le climat. En fait, c'est le moment de ça passe ou ça casse, non? Avec 140 chefs d'État de gouvernement qui viennent à Paris. Est-ce qu'il y aura un accord mondial contraignant qui sauvera la planète? En tout cas, pour nous, ça peut pas casser, ça ne peut que passer. Il est essentiel, il est crucial d'arriver à un accord ambitieux, universel. Les États membres y travaillent depuis des années. Ils n'ont pas réussi jusqu'à présent à se mettre d'accord justement sur un engagement universel, mais il y a eu un engagement exprimé officiellement par les États membres. Il y a eu de nombreuses déclarations déjà depuis 2011. Il y a eu la COP17 à Durban, en Afrique du Sud, et depuis il y a eu 4 nouvelles déclarations depuis, et là c'est vraiment l'échéance à Paris. Donc il doit y avoir un accord? Là aussi, j'ai bon espoir qu'on trouvera un accord, mais en tout cas, il faut œuvrer dans ce sens. Alors, pour autant, il y a encore des problèmes non réglés, notamment la différenciation d'un pays à l'autre pour ce qui est des ambitions, pour les émissions, pour le financement. Je pense qu'on pourra quand même trouver un accord. Moi, ce que je dis aux dirigeants du monde entier, c'est de se mettre d'accord sur un compromis. C'est-à-dire qu'on n'arrivera jamais à un accord parfait, c'est sûr, mais il y aura de toute façon un cycle de 5 ans au bout desquels on fera le point. Ça doit figurer dans l'accord. Ah oui, ça doit être prévu. Il faut qu'il y ait, disons, un consensus sur cette proposition, justement, de suivi, de mise au point tous les 5 ans. Alors, il y aura certainement des parties un petit peu insatisfaites par les dispositions actuelles, mais on peut déjà progresser et au bout de 5 ans, on procédera à un examen très approfondi de tout cela. Et alors, le financement, il devrait y avoir 100 milliards de dollars d'ici 2020. Est-ce que ça va se produire? Parce qu'on a entendu ces promesses précédemment. Et les pays pauvres ne sont
pas véritablement à l'aise. Écoutez, le financement climat est effectivement l'une des questions les plus importantes et j'en ai parlé aux dirigeants du monde entier, mais notamment ceux de la région de l'OCDE, pour qu'ils puissent présenter une trajectoire politiquement crédible pour arriver à 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020. On a déjà presque 62 milliards de dollars actuellement et je suis très encouragé par toutes les nouvelles annonces, les nouveaux engagements, notamment la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, qui s'engagent à multiplier par 2 leur participation. Avant-hier, le Japon a annoncé 10 milliards de dollars. Hier, le Premier ministre canadien a annoncé une participation de 2,5 milliards de dollars. Et j'invite également les pays du monde développé à multiplier également leur participation. Je crois qu'on y arrivera. Toute dernière question. Vous venez à Paris à un moment très spécial. Nous avons vu du terrorisme en Turquie, en Égypte, au Liban, en France, au Mali. Pensez-vous que l'attention mondiale ne sera pas concentrée sur le climat et que ça pourrait être un problème pour arriver à un accord? Écoutez, il faut vaincre le terrorisme et c'est justement par, disons, une action, une solidarité mondiale et collective qu'on arrivera à vaincre le terrorisme. Et il faudra y arriver. Mais les problèmes du climat sont essentiels. Alors effectivement, l'ambiance terroriste pourrait obnubiler un petit peu les discussions. On peut imaginer que certains des événements seront annulés. C'est vrai que le problème de sécurité sont très graves. Le gouvernement français a d'ailleurs, je crois, demandé de réduire au minimum tout ce qui est événements en marge de la COP21 ou participation de la société civile. Moi, ce que je dis au gouvernement français, c'est au contraire d'autoriser un maximum, disons, d'événements dans les limites, en respectant bien sûr les impératifs de sécurité, ça va sans dire. Mais enfin, ici, c'est autre chose. Le climat, c'est un problème à long terme. C'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu et il faut arriver à un accord clair, ambitieux, universel et je crois qu'on peut y arriver. Et en même temps, je crois que, justement, les événements ont augmenté peut-être la prise de conscience politique dans le monde entier. Et c'est la raison pour laquelle il y aura quelques 150 dirigeants du monde entier réunis. C'est la première fois qu'il y aura autant de dirigeants en un seul lieu pour parler du changement climatique. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général, et merci d'avoir suivi cette édition d'entretien sur France 24.